Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver encore ce samedi pour une nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. La rentrée scolaire bat son plein. C'est vrai que nous sommes à la 3e semaine. Et notre manière à nous d'accompagner ces élèves et même ses parents dans cet élan est de traiter sur ce plateau des sujets qui ont trait à l'éducation. Alors, le thème qui fait l'objet de notre réflexion ce samedi est le suivant: école, télé et TIC, comment concilier? Alors, la ligne sera spécialement ouverte aujourd'hui à 13h45 pour permettre à beaucoup plus de personnes d'intervenir. Donc, le numéro de téléphone va s'afficher à 13h45, dans quelques minutes, au bas de vos écrans. Si vous avez un avis, un point de vue, un témoignage à apporter, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, Monsieur Somo, toujours fidèle au rendez-vous, bon après-midi et merci d'être sur ce plateau encore ce samedi. Merci Audrey et merci de m'associer une fois de plus à la réflexion de cet après-midi. Je suis venu m'acquitter du devoir que nous nous sommes assignés, oui, vous et moi. Cette fois-ci, je parle de vous, et moi. Oui, tous les deux. Tous les deux. Voilà, tous les deux. Oui. Nous nous sommes donc assignés ce devoir de traiter chaque samedi des faits de société. Oui. Ce qui se dit dans la société et qui n'est pas mis au grand public parfois. Et cette fois-ci, je voudrais d'ouverture dédier cette émission à quelqu'un qui a juré de nous regarder aujourd'hui du début à la fin. Elle s'appelle Sylvie. D'accord. Elle se reconnaît et elle est sûrement devant son petit écran en ce moment. Sylvie du côté de la France? Non, elle est au Cameroun. Elle est du côté d'Aquanor, quelque part là. Elle nous suit particulièrement. J'ai promis de lui dédier cette émission. C'est une émission spéciale pour Sylvie aujourd'hui. D'accord. Alors on va faire un coucou à Sylvie, oui, du côté d'Aquanor, qui est certainement en train de nous regarder ce samedi. On a Maître Bondier, un habitué de ce plateau, vous le connaissez tous, qui va nous retrouver dans quelques minutes. Mais avant, nous allons entrer de plein pied, comme j'aime bien le dire, dans le débat. Monsieur Somo, si vous le voulez bien. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Audrey. On est là pour ça, et bien, allons-y. Voilà. Puisque nous avons décidé de parler tout au long de ce mois, le mois de septembre, de l'école, nous allons redéfinir le concept école. C'est vrai que nous l'avons déjà défini dans une édition précédente, mais puisque la répétition est l'art du maître, c'est ce qu'on s'est dit, je pense. Voilà, nous allons, vous allez, Monsieur Somo, nous redire ce que c'est que l'école. Ensuite, vous allez nous dire aussi ce que c'est que les TIC. Mais avant, définissez-nous l'école. C'est quoi l'école, Monsieur Somo? Oui, c'est vrai, pour revenir à ta réflexion de tout à l'heure, à savoir que c'est un mois particulier, oui, c'est un mois de rentrée. Et si on parle du fait majeur de la société en ce moment-ci, oui, pratiquement jusqu'à la fin du mois de septembre, on ne parlera que école, on ne parlera que de rentrée dans les familles, dans les rues. Les discussions, singulièrement en dehors du sport et du football, tournent désormais autour, n'est-ce pas, de cette rentrée. À 3 semaines, c'est vrai, ça commence à rentrer de plein-pied dans l'année scolaire, oui, mais l'essentiel des problèmes, les problèmes majeurs qui se posent aux parents et à tout le monde, aux responsables de l'éducation en période rentrée, ne sont pas totalement résolus. Oui. C'est un processus continu qui va atteindre, n'est-ce pas, sa fin probablement en milieu de premier trimestre. Donc, moi, je dirais même carrément jusqu'à la fin de l'année, au mois de juin. Absolument. Oui. Il y a bizarrement comme ça des personnes, parents comme élèves, qui seront d'ailleurs surpris par l'année qui finit parce qu'à peine commencé, elle est terminée. Oui. Il y en a qui ne sont jamais prêts quand il faut démarrer. Oui. Qui vont à la fin, mais tiens, c'est terminé. Oui. En fait, 9 mois, on a, dit comme ça, on a l'impression que c'est très long. C'est long. Mais au final, on constate que ça passe tellement vite. C'est très court. Oui, voilà. C'est très court. 9 mois, on a l'impression finalement que c'est 9 semaines. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui prennent cette activité de l'école comme un jeu et qui n'ont pas beaucoup de pression parce que c'est agréable, eh bien, ils ne verront pas le temps passer. Mais par contre, ceux qui prennent l'école comme une forme d'esclavage, comme un calvaire. Comme un calvaire, ça c'est pour les paresseux, essentiellement. Ils veulent que l'année finisse vite et que très rapidement, ils se retrouvent dans des congés, des vacances à nouveau. Ça, pour cela, par contre, l'année devient extrêmement longue. Voilà, c'est cela. Et pour revenir donc à ta préoccupation de tout à l'heure. Venons au TIC. Voilà. On avait terminé avec l'école? Non, on a un mot à dire à l'école, de l'école, puisque c'est en fait c'est cela. C'était bien que tu dises que la répétition est l'art du maître. On a longuement épilogué sur la définition de cette notion d'école, mais c'est très bien aussi de resituer, n'est-ce pas, les téléspectateurs sur l'approche que nous faisons de cette notion d'école
nous avons dit globalement que l'école, c'est d'abord un lieu. Un lieu. C'est-à-dire que c'est un endroit où des enseignements sont dispensés dans le but de former l'enfant, l'être humain. Oui. C'est un lieu, comme on dit par exemple, l'école publique de Nitoukou. Oui. Par exemple, comme je peux dire le lycée de Mengon, oui. Quelque part. Voilà, c'est donc un lieu. C'est la première approche de la notion d'école. Oui. Un lieu où se décident des savoirs dans le sens de la formation d'un être humain. Maintenant, l'école peut aussi être conçue comme un processus. Oui. Un processus, celui qui consiste à former l'individu depuis sa tendre enfance jusqu'à son insertion dans le monde socio-professionnel. Et là, on pourrait dire que l'école a une approche, a une perception dynamique, c'est-à-dire que c'est un processus continu. On suppose que dans un premier temps, cette école commence dans le milieu familial, oui. Avec un ensemble, une formation globale de l'être. On apprend à l'enfant à être propre, on lui apprend à être poli, oui. À être respectueux, ainsi de suite. Cet ensemble de choses que l'enfant apprend constitue la première école, la première partie de l'école. Puis, il y a la structure de relais qui est l'école moderne, si vous voulez, là où l'enfant quitte le cercle familial pour s'intégrer et continuer ainsi à connaître, à apprendre des choses. Et puis plus tard, il va à l'université, puis après l'université, il intègre le monde du travail, et la société en général. Donc, c'est un processus continu de formation de l'être humain jusqu'à sa maturation qui s'appelle donc l'école. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Il y a une troisième approche de l'école qui est en réalité un ensemble de règles classiques appartenant à un groupe de personnes. Nous autres qui avons fait la bonne école de Palo Alto en Europe, nous disons je suis de l'école de. Oui. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un maître qui est le possesseur d'un ensemble de connaissances et on essaye d'acquérir ou de nous mettre à l'image de ce maître. Pas comme maître bon Dieu, je parle d'un maître comme d'une personne qui a un ensemble de connaissances et de savoirs dont il est possesseur et pour lesquels des individus précis veulent, n'est-ce pas, se mettre à l'image et vont donc, par le processus d'apprentissage, se mettre plus tard à devenir comme le maître et plus tard chercher à le dépasser. Oui. Bon, peut-être en présentant cette émission, vous et moi, oui. Audrey Njoya peut être ici vue comme incarnatrice d'une école oui. Qui pourrait s'appeler l'école de vous et moi de Audrey Njoya. Et comme ça, les jeunes présentateurs voudraient bien s'identifier à toi. Et là, on parle d'une école. Voilà. Donc ça, c'est une troisième approche de l'école. Voilà. On peut ainsi donc parler de l'école sur cette triple dimension. Voilà, merci pour cette définition, d'être revenu sur cette définition, parce qu'on l'avait déjà définie. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, venons au TIC, technique de l'information et de la communication. Pouvons-nous avoir plus de détails, M. Chomou? Oui, pour les technologies, tu as dit technologie, voilà. Autant pour moi, technologie de l'information et de la communication. Voilà. Oui. Donnez-nous plus de détails. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire des technologies de l'information et de la communication? La notion d'information en tant que processus, n'est-ce pas? Quand on parle de l'information, on voudrait dire ici qu'il y a des supports à partir desquels on prend possession de certaines informations. Oui. Pour cela, lorsque je suis avec vous, vous êtes un interlocuteur devant moi, vous me donnez une information. Ici, la communication est directe. Mais cette communication peut transiter par un objet, un gadget. Par exemple, le téléphone. Oui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mon téléphone à partir duquel je peux recevoir une information venant de vous sans que nous ayons un contact physique, au moins visuel, et n'est-ce pas, élaboré. Par exemple, lorsque nous sommes au téléphone, vous et moi, vous êtes à Bali, moi je suis à Bonamoussadi, bon, eh bien, on se parle à travers un gadget. Oui. Alors, ce gadget devient donc un intermédiaire. Et ce gadget est constitué d'un ensemble de technologies qui permettent que l'information quitte sa source pour aller vers l'objet en transitant par cet intermédiaire. Et ces intermédiaires technologiques sont de plusieurs ordres. Ça peut être le téléphone, ça peut être la télévision, ça peut être tout instrument
tout gadget susceptible de prendre l'information quelque part à la radio, de prendre l'information et de la rendre disponible à l'endroit de celui qu'il veut l'avoir. Et quand on parle des TIC aujourd'hui, c'est qu'avant, n'est-ce pas, ces gadgets étaient extrêmement rares et difficiles. C'est-à-dire que lorsque vous étiez au village et qu'il y avait un décès, qu'est-ce qu'on faisait pour que la famille qui est en ville soit informée? Eh bien, on se réunissait, on faisait une enveloppe, on désignait le plus jeune, on lui disait, toi, tu vas aller porter la nouvelle en ville. Vous voyez? Bon, là, l'objet de la communication, c'était un homme qui le faisait. Mais aujourd'hui, dès que votre maman a un petit palu, n'est-ce pas, au village, allez, on a déjà décroché le téléphone, allô, maman est malade. La rapidité avec laquelle l'information peut se donner et l'aisance dans tout ça font que aujourd'hui on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La communication, voilà. On a un autre invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Maître Bondier, avocat au barreau du Cameroun. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Avec un peu de retard, mais bon, au moins vous êtes là, c'est le plus important. C'est pas de ma faute, André, vous savez, on ne va pas le décrier pour longtemps, nos routes, un peu de galanterie. Vous comprenez pourquoi j'utilise le terme. Mais revenant sur ce plateau, je suis toujours fier de partager un repos aussi costaud, et surtout quand ça concerne le creuset des valeurs. C'est-à-dire là où, effectivement, on cherche à former les hommes de demain. L'école. Voilà. Alors, de plus en plus de jeunes, particulièrement les élèves et étudiants, manipulent habilement ces gadgets dont parlait M. Somo tout à l'heure, téléphone portable, iPad et autres. Selon vous, qu'est-ce qui les attire vers ces objets-là? Il faut aller dans la poubelle de l'histoire. Vous savez, l'école est un creuset de transmission des valeurs. L'école, c'est d'abord la transmission des valeurs, la transmission des connaissances. Et depuis l'aube des temps, l'homme a toujours cherché à transmettre un certain nombre de connaissances et valeurs à travers des créations. Vous savez que depuis qu'on a connu l'écriture, à partir de cet instant-là, il y a eu l'imprimerie qui est née. L'imprimerie, on est passé au téléphone, d'abord par des téléx, des téléfax, etc. Il y a eu un certain nombre d'évolutions qui a mené jusqu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Alors, pourquoi les deux thèmes? Pour revenir, je ne reviendrai pas sur la définition exhaustive que le professeur Sobo vous a donnée, mais pour dire que les deux thèmes quand même se collent, c'est-à-dire que l'école qui est la transmission des valeurs, et cette nouvelle technologie, et même la télévision aussi, se veut un moyen de transmission de connaissances, un moyen de transmission de valeurs, bref, un contact permanent entre les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc que les deux, à mon sens, les deux thèmes soient d'importance capitale? C'est de voir comment on peut les concilier et ensuite de voir quels sont les avantages et surtout les inconvénients de ces deux thèmes-là. Maintenant, vous me posez la question pour savoir comment ces enfants-là les utilisent. Qu'est-ce qui les attire vers ces objets-là? Ils font leur époque. Ils font leur époque parce qu'à notre époque, pour connaître le mot Cameroun, il fallait lire dans les ouvrages. C'est-à-dire qu'on vous décidait, parfois vous demandez de décider le mot Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de décider. Vous cliquez pour utiliser vos termes. Vous cliquez, vous avez le mot Cameroun, grandeur nature. Et donc, les enfants aujourd'hui vivent leur époque, qui est la mondialisation, qui est la connaissance parfaite de ce qui existe dans le monde entier. Et quand vous parlez aujourd'hui à un enfant, vous lui dites les États-Unis ou le Canada, ce n'est plus le rêve que nous on avait dans les années 70. Ils le voient tous les jours. D'ailleurs, même ils sont connectés par les réseaux sociaux où ils correspondent avec des gens qui ne connaissent pas, mais qui les voient à travers des images. Et donc, ils vivent leur époque. Et donc, ils utilisent les moyens de leur époque. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention. Par exemple, justement, maître, n'y a-t-il pas, j'allais vous demander, n'y a-t-il pas un risque justement que ces gadgets-là remplacent l'effort intellectuel exigible à un élève ou à un étudiant? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais je crois que, comme toute chose, il faut apprendre l'utilisation de la chose. Vous savez, moi, j'ai été un peu surpris et content de voir qu'à la maternelle, on apprenait déjà l'informatique. C'est-à-dire que l'enfant qui ne connaît même pas encore le B.A.B.A., comme on disait, apprendre à compter, à lire et à écrire, il apprend déjà l'informatique.
Cela veut dire qu'on le plonge déjà dans son époque. D'abord pour savoir qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Parce que tous ces moyens-là sont bien, mais il faut savoir quels sont les avantages. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut absolument que les enfants connaissent l'utilisation de l'outil informatique. Il est même indiqué que ceux qui ne connaîtront pas dans le temps plus rapproché l'utilisation de l'informatique, effectivement, seront les cadres de demain, vous savez. Donc c'est un moyen important qu'il faut absolument utiliser. Voilà, Monsieur Somo, votre avis sur la même question? Oui, je voulais dire d'abord qu'il y a ici ce qu'on appelle un phénomène de modernité. C'est tout à fait logique, c'est-à-dire que les jeunes veulent s'arrimer à leur époque. C'est ça qui constitue le premier attrait, le premier facteur attrayant donc, des TIC. En d'autres termes, lorsque dans la rue, vous voyez un jeune passer, je vais te donner un exemple simple pour illustrer ce que je dis. À la maison, à un moment donné, j'ai dû doter tous mes enfants de téléphone, c'est-à-dire mes propres enfants, mes neveux et nièces et tout le monde qui est à la maison. J'ai fait un constat simple, c'est que le téléphone que j'ai acheté à mon fils, il ne l'utilisait jamais. Bon, et quand j'ai eu une discussion franche avec lui, il m'a dit, papa, c'est pas ce genre de téléphone que je veux. J'ai dit, bah, attends, un téléphone, ça sert à appeler, ça sert à recevoir envoyer des messages, à recevoir des messages. Est-ce que toutes ces fonctions ne s'y trouvent pas? Il y a un appareil photo. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Voici les genres de téléphone. Après tout recoupement fait, j'ai regardé autour de lui, j'ai vu à peu près le type de téléphone que ses amis avaient. J'ai compris que par le phénomène de modernité, les jeunes veulent s'arrimer à leur environnement. Et les TIC, ces TIC ou ces gadgets, en fait, font partie sont des facteurs, les preuves que le jeune est vraiment il est dans la nouvelle société. Ça, c'est d'abord un phénomène de modernité. Maintenant, au-delà du phénomène de modernité, il y a ce qu'on appelle... Phénomène de modernité, phénomène de mode aussi. De mode. Votre fils, pour revenir à votre exemple, votre fils voudrait faire comme ses copains, c'est-à-dire avoir le même téléphone, parce que mes copains ont des téléphones avec Internet. Alors, il faut que j'ai la même chose. Voilà, si tu n'as pas ce type de téléphone, alors tu n'es pas à la page, tu n'es pas à la mode. Tu n'es pas à la page. Voilà, très bien. Mais il y a aussi un ensemble de facilités qu'offre CTI, un ensemble de facilités. Et M. Mondje a commencé par l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir d'un clic, on résout un problème. Un problème. Tu demandes aujourd'hui à ton fils, attends, je suis en train de faire des petits comptes là, qu'est-ce que ça me fait 9 fois 9? Non, il va dire non, mais écoute, attends, il va il clique. Donc, la facilité d'obtenir un certain nombre d'informations par ces objets fait qu'ils sont attirés. Voilà. Et même, ces objets leur permettent de dissimuler des informations. Aujourd'hui, à l'école, de plus en plus, on interdit l'utilisation de certains types de calculatrices, de certains téléphones. Parce que vous avez une équation qu'il faut résoudre, aujourd'hui, par un effort personnel de calcul, mais cette équation peut être facilement résolue à partir du téléphone. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de choses, énormément de connaissances auxquelles l'enfant peut accéder par ces nouvelles technologies. Et ce qui fait que, forcément, ils sont attirés vers la facilité. Personne n'accepterait de se faire plein de boulot alors qu'il sait qu'il a un moyen facile de le faire. Voilà donc un deuxième élément qui, à mon sens, peut faire que les jeunes soient de plus en plus attirés vers ces TIC. Voilà, parlons un peu de la télévision, Maître Mondje. Partagez-vous l'avis de ces personnes-là qui disent que la télévision participe à abrutir les enfants de nos jours? Mais c'est eux qui sont abrutis. C'est-à-dire que ces personnes, je voulais dire, c'est elles qui sont abruties. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ces nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Le monde est devenu un village planétaire où ce qui se passe à Washington, à la seconde, est su à Douala, est su à Pékin, etc. etc. Les enfants aujourd'hui doivent être informés. Ils doivent être à leur époque.
Parce que vous vous souvenez, lorsque, en 82, pour ceux qui étaient encore étaient là à cette époque, pas les jeux d'aujourd'hui, quand on reportait le match du mondial de 82, Cameroun, Pérou, Pologne, Italie. Je me rappelle, Abel Begue disait que tel joueur est devant le gardien et il a manqué de marquer le but alors qu'il était encore à sa propre surface. À sa propre surface. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ouais. Est-ce que de dire des choses, parce que tout le monde voit. Tout le monde voit, oui. Vous serez vous-même déconnecté. Donc, ce n'est pas possible aujourd'hui d'interdire, ce serait même de la folie, d'interdire aux enfants de suivre la télévision. Par contre, et c'est d'ailleurs ce qui est important, c'est de surveiller en fonction des tranches d'âge, en fonction des programmes, regarder ce que l'enfant doit consommer. Parce que si mon enfant de 2 ou 3 ans suit par exemple un documentaire sur le choléra par exemple, en quoi je dois lui interdire de suivre ce documentaire? Mais par contre, s'il suit comment faire les beaux yeux à Audrey... La télévision, par exemple, à partir de minuit. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène où les parents sont interpellés, ou d'ailleurs même les chaînes de télévision et autres sont interpellés. Vous voyez, souvent, on met un clic, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans. C'est parce qu'effectivement, le programme qui est proposé est des personnes au-delà de l'âge d'interdiction. Tout à fait, maître. Mais on est d'accord qu'il y a souvent cette inscription-là, interdit au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, au moins de 16 ans. Mais ce n'est pas toujours respecté. C'est à peine, même si on jette un coup d'œil au bas de l'écran, là, pouvoir interdire. Mais c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. Aujourd'hui, il a la possibilité de coder certaines émissions. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas accès à un certain nombre d'émissions. Si vous laissez faire, les autres le feront par votre place. Il faut aussi que déjà, c'est pour ça qu'on parle de parenté responsable. La responsabilité des parents. Tout à fait. Lorsque vous éduquez, moi je prends le cas même de l'école, puisque nous sommes en plein là-dedans, lorsque vous faites même l'école, on ne vous apprend pas tout. À un enfant peut-être de la CIL, on ne va pas lui apprendre des opérations du cours moyen 2. C'est-à-dire on va par étapes. La télévision est là, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de connaissances qui y passent, mais il faut savoir à quelle période il faut consommer telle information. Et c'est le rôle des éducateurs, s'agissant de l'école, c'est le rôle des parents, s'agissant de la maison. De la maison. Oui, mais bon, je voudrais avoir un bémol sur cette approche que Maître Bondje a, n'est-ce pas, de la consommation des images diffusées par des télévisions. C'est vrai, de prime abord, ça ne peut pas être qu'un abrutissement, sauf lorsque, n'est-ce pas, des enfants deviennent des consommateurs passifs, n'est-ce pas, de cet ensemble d'images, sans qu'il y ait un tri au préalable. Moi, je suis contre cette approche qui consiste à penser qu'il faut faire des restrictions quant aux émissions qui doivent être regardées par des enfants. Et, par exemple, procéder comme par exemple le codage, c'est-à-dire que coder certaines émissions, c'est bien de mettre la transcription interdite à moins 2, mais attention, lorsque vous avez une lampe qui est allumé devant un enfant d'1 an. Comment sait-il que cette lampe est dangereuse et qu'elle peut brûler? Il faut bien qu'il touche de son doigt et qu'il s'y brûle. À partir du moment où il intègre, n'est-ce pas, cela comme étant un danger et désormais, il s'en approche plus. Voici moi, j'ai plutôt une autre perception des choses. Les parents doivent à un moment donné, être au courant, à tout moment, des émissions qui sont diffusées dans les différentes chaînes de télévision qui sont à la maison. Au lieu de dire à l'enfant, tu ne regarderas pas cette émission, lorsque tu lui dis, eh bien, il fera tout ce qu'il faut pour regarder cette émission. Ça, c'est vrai, hein, c'est une réalité. Voilà. Lorsqu'on interdit quelque chose à l'enfant, ne fait pas ci, ne regarde pas ça, il est plutôt tenté, d'aller regarder parce qu'il veut savoir pourquoi on lui interdit de regarder ce programme. Le jour où vous n'êtes pas là, ou tout simplement le jour où il allait faire un tour chez un copain, il va chercher absolument qu'on mette cette chaîne et cette émission particulière pour savoir pourquoi les parents ne veulent pas suivre. Et parfois, il peut tomber sur une émission érotique, par exemple. Alors, il dit, bon, tiens, comme dans le cas du fruit interdit, donc cette émission que mes parents m'interdisent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il me demande de ne pas regarder cela. Au-delà du simple fait de regarder cette émission, il va passer à la pratique. C'est-à-dire qu'il va s'essayer dans ce qu'il a vu. Il va plus loin.
Bien. Moi, je pense qu'il y a une façon de faire, c'est de laisser l'enfant regarder tout. Mais d'être au courant de ce que l'enfant regarde. Et une fois qu'il a regardé, c'est en ce moment qu'il faut avoir une discussion avec cet enfant et lui expliquer exactement de quoi il s'agit. C'est là où la restriction doit commencer. Et non dans une interdiction tous adulte. Moi, je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu personnellement. Il y a un écran de télévision dans mon salon. Il y a un tout petit écran dans ma chambre où je voudrais, quand je suis fatigué, je regarde. Je peux plus rester au salon. Je regarde. Un jour, une nuit, pendant que je zappais, comme on dit, vous dites c'est comme ça, je suis tombé sur une fameuse chaîne télévision qui en fait projetait, à cette heure-là, il était pratiquement 1h du matin, des scènes pas bonnes pour les enfants d'un certain âge. Des scènes érotiques. Oui. Bon, alors, je me suis rappelé à cet instant que mon fils était au salon et que il n'est pas exclu qu'il soit en train de regarder aussi cette chaîne. Alors, je me lève donc, je vais au salon et je trouve qu'effectivement, il est concentré sur cette chaîne. Et à ce moment, le pire de la chose, c'est que il ne m'a même pas senti venir. J'ai fait 2-3 minutes en regardant et je suis reparti me coucher. Il n'était pas du tout au courant. Voilà. J'ai donc laissé, il a regardé. Bon, le lendemain, il n'était même pas au courant que papa était informé de ça. Bon, c'est après que je l'ai appelé, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu regardes souvent ce type d'émission? Et dans un premier temps, c'est non, papa, ou non, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais j'ai dit, pourquoi tu dis vite tout de suite non, papa, puisque tu ne sais pas de quoi il s'agit? Pourquoi tu dis vite non? Bon, ça veut dire que quelque part, de façon inconsciente, il connaît, il sait que c'est pas bien. Et maintenant, tu joues sur ce principe de renforcement pour lui dire, pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu'il a vu. Ce que tu as vu, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Le danger, c'est qu'il y ait ceci et qu'il y ait cela. Dans un principe de dialogue comme celui-là, il a intégré. Et j'ai été bien curieux, 2 jours après, lorsqu'il va se coucher vers 22h, il appelle sa grande sœur, une nièce qui est à la maison, et y compris sa petite sœur. Il leur dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus, il y a une chaîne qui est telle. Si je trouve quelqu'un en train de regarder cette chaîne à une certaine heure, j'en fais une affaire personnelle. Et ce n'est pas bon. Vous voyez? Mais par contre, si je le lui avais interdit avant, il aurait pris cela, il aurait trouvé un moyen d'aller regarder ça un jour quand je ne suis pas là ou chez un ami. C'est pourquoi j'ai dit, il y a quand même des restrictions. Monsieur Somon, vous êtes contre le fait d'interdire des programmes à des enfants, mais plutôt leur parler des dangers de certains programmes. Leur laisser regarder ces programmes, leur dire quels sont les tenants et les aboutissants. Voilà. Moi, je vais poser la question à Maître Bondji. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ce que les enfants regardent, ce que les enfants regardent à la télévision? Parce qu'on peut même interdire un programme à un enfant, mais dès qu'on a tourné le dos, il regarde. Alors, est-ce que c'est vraiment possible d'interdire à un enfant de regarder un certain type de programme? Moi, je crois à chaque période correspond une technique, soit de surveillance, soit d'encadrement de nos enfants. Il faut dire que nous, enfants, à l'époque, nos parents avaient les moyens de contrôle. Parce que ces instruments existaient rarement. C'est-à-dire que le père qui avait la radio était même un peu riche. Beaucoup n'avaient même pas de radio. La télévision, dans les années 80, 85, d'ailleurs, ça n'existait pas au Cameroun, c'est vrai, ailleurs, il y avait déjà la télévision, mais avait même des simples vidéos que quelques parents, dont le contrôle était plus facile. Le téléphone était rare, d'ailleurs, Camtel qui nous livre aujourd'hui avec sans faire de publicité. Beaucoup de gadgets à l'époque, il fallait faire la cour comme à une jeune fille pour avoir le téléphone. Et donc, les parents avaient tous les moyens de contrôle. Quand ils vous disent, je ne veux pas vous voir à côté de la radio, ils savent qu'il n'y a qu'une seule radio et ils savent comment la contrôler. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de notre politique pour contrôler les enfants? Je crois que non. Parce que si l'enfant ne peut pas suivre chez vous, il va chez le voisin. S'il ne peut pas chez le voisin, il peut acheter sa part de télévision
aujourd'hui avec 20 25 000, il peut acheter et mettre chez son ami. Oui. Le téléphone aujourd'hui, avec 5 000, il a le téléphone. Oui, il peut même aller sur Internet, regarder le programme. Et il peut aller avec 100 francs sur Internet, il va tout voir. Et donc, la surveillance, le contrôle a sûrement changé. Et je suis d'avis avec le professeur Somo, dans le sens de revoir notre manière de faire, qui consiste aujourd'hui à être plus des conseillers que des dictateurs. C'est-à-dire que les interdictions ici doivent céder la place au conseil. Dire à son enfant, je ne veux pas te voir à tel endroit, je t'interdis ceci, ne résoudra pas le problème, puisqu'il peut le faire ailleurs. Oui. Mais dire à l'enfant ce que les conséquences de ce qu'il va voir, de ce qu'il va faire, je crois que ça résout beaucoup plus des problèmes. Donc vous partagez le même avis. Oui, hein, que oui, sur ce plan-là, nous partageons le même avis. Mais je dis, comme dit l'adage, il ne faut pas seulement avoir la carotte, il faut aussi avoir le bâton. À un moment donné, il faut exprimer à la fois les deux choses. Il faut que l'enfant se dise, c'est mon père qui parle. Oui. Et là, la chicotte et l'interdiction doivent prendre le pas. Mais en dehors de ça, ou en plus de ça, il faut converser avec l'enfant. Oui. Il faut lui indiquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que ces mécanismes aujourd'hui, que ce soit la télé, que ce soit l'Internet, etc., apportent un plus. Les enfants de demain qui seront plus intelligents seront ceux qui vont maîtriser cette technologie d'aujourd'hui. Donc si vous mettez votre enfant à l'écart de cette technologie, il risque d'être l'idiot de demain. Oui. Moi, je prends l'exemple qu'il a donné tout à l'heure par rapport au téléphone. Lui et moi, nos téléphones nous servent à appeler. Ça, il ne me démentira pas. Non, pas du tout. Mais nos enfants n'utilisent plus le téléphone pour appeler. Ils l'utilisent à des mécanismes. Moi, je vous dis, j'ai acheté un téléphone à mon enfant. Il m'appelle un jour et me dit, bon, papa, je vais t'appeler. J'ai dit, comment? Il met son téléphone là. Et il dit, Galaxy, appelle papa. Ça dit comme ça, hein? Galaxy, appelle papa. Et mon téléphone a sonné. Ouais. Et c'est la voix d'une dame qui ressort. Oui, vous dites que j'appelle votre papa? Il dit, oui, papa. Et ça sort. Je dis, mais attends, ça sort d'où? Ce téléphone, il peut me le laisser. Je ne saurais même pas comment il est passé, comment il a fait pour avoir cette histoire. Oui. C'est leur époque. Et c'est ça qui fait le charme de ceux qui vivent aujourd'hui. On ne peut donc pas. Moi, quand quelqu'un me dit, je ne peux pas acheter un téléphone d'une certaine valeur à mon enfant, je dis, mais ne prends pas ton enfant comme toi-même. Nous, on doit, nos téléphones, même, c'est les téléphones de 5 000. Parce qu'on ne fait qu'appeler. Mais nos enfants ne peuvent pas utiliser les téléphones de 5 000. Ça, là, c'est pas grand-chose. Hein. Nos enfants ont besoin de téléphones de 200 000, 300 000. Parce que toutes les options qui sont dans ces téléphones, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Voilà. Et donc, je pense, pour revenir à son exemple, qu'il ferait mieux d'acheter des téléphones de valeur à ses enfants pour les préparer pour demain. Voilà. On va rappeler que la ligne est ouverte. Hein. Le numéro de téléphone va certainement, voilà, s'affiche déjà au bas de vos écrans pour ceux qui souhaiteraient intervenir sur le thème, le sujet du jour. Monsieur Somo, une autre opinion, hein, pense que les TIC ont permis de rehausser le niveau d'éducation et même le niveau intellectuel de ces jeunes. Qu'en pensez-vous? Oui, ça va dans la continuité. Hein. Ta question va dans la continuité de ce que Maître Mbonje exprimait tout à l'heure. À savoir que si l'école traditionnelle, n'est-ce pas, se mettait en marge de TIC et que le seul instrument qui devait être le support de l'acquisition comme de la transmission des connaissances, c'était la capacité intellectuelle. Aujourd'hui, on est incontestablement obligé d'avoir un autre stockage de connaissances en dehors de notre seule tête. C'est-à-dire que ces TIC, ces gadgets sont en fait des instruments dans lesquels, à l'école, on peut stocker un ensemble d'informations de façon à libérer un peu plus d'espace au niveau de notre intellect. Je vais dire que même du point de vue pédagogique, passer ce temps où des épreuves qu'on donnait étaient tout simplement des restitutions automatiques d'un ensemble de connaissances qu'on avait au préalable emmagasinées. On demandait à l'élève quels sont les 4 points cardinaux, il devait le dire mécaniquement. Aujourd'hui, la possession de ce type de connaissances dans l'intellect de l'individu
apparaît comme un véritable encombrement, dès lors qu'on peut le voir ailleurs. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ces TIC sont, en tant que stockage d'une forme de connaissance, sont une autre forme de mémoire. C'est-à-dire qu'on est ici dans une intellectualisation de la société avec un volume plus important de connaissances. Il y a des gens qui gardent tout dans leur téléphone. Voilà, exactement. Même des adultes, des personnes qui travaillent, qui gardent tout dans leur téléphone. Maître Mondier et moi, peut-être que nous nous appelons toutes les semaines, 3 ou 4 fois. Donc, logiquement, il devrait avoir mon téléphone en tête et moi le sien en tête. Mais nous pensons que ce n'est pas indispensable de les avoir. Même si cela peut être important à un moment donné, dans certaines conditions. Mais en général, c'est bien qu'on ait un téléphone où j'ai le numéro de Maître Mondier, ou un téléphone qui me rappelle que j'ai un rendez-vous avec tel à tel jour. Un téléphone qui permet, n'est-ce pas, d'emmagasiner certaines formules auxquelles on peut faire appel. C'est très important. Donc, voilà pourquoi c'est très bien que cela soit. Voilà, on a un téléspectateur en ligne. Allô, bon après-midi. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Bon après-midi. Bon après-midi, Audrey. Bonjour, bonjour, Maître Mondier. Alors ici, c'est notre ami Zinga Mboula qui va intervenir. Le thème est très intéressant parce que ça parle de quelque chose de particulier qui nous concerne également. Il faut déjà comprendre que parler de TIC et d'école, c'est prendre en considération sur le point de vue théorique que l'un des éminents ancêtres de ce que nous appelons à ce jour les TIC, cette fameuse règle à calcul, à laquelle étaient associées des tables étalonnées de calcul ou de valeurs hygiènes de référence. À première vue, de nos jours, on pensait que cette époque était seule pour obtenir des résultats recherchés plutôt fastidieux. Et pourtant non, car une analyse de la réalité scientifique des cours de cette époque permet à ce jour de comprendre que le fondement de la meilleure production scientifique jamais réalisée par l'humanité tout court. On remarque d'ailleurs qu'avec l'apparition des premières machines à calculer mécaniques ou matricielles à la fin des années 1940, pensant qu'il devait se faciliter la tâche, les techniciens, ingénieurs et chercheurs ont certes eu à leur usage un outil de calcul performant, mais il faut bien remarquer que la qualité de la production scientifique est altérée. Bon, de nos jours, même lorsqu'on est dans des bureaux d'ingénierie ou bien des bureaux d'études de tout ce qui est fondement de la science et tout ce qui est algorithmique possible, il faut bien comprendre que nous n'avons plus à ce jour la capacité de pouvoir faire de la recherche ou alors des calculs comme ceux qu'il y a peut-être 70 à 80 ans. Moi, je prendrais peut-être par exemple un domaine comme les sciences nucléaires appliquées où aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la suite des éminents chercheurs comme Max Planck, Otto Hahn ou bien tout ce qui sont Niels Bohr. Aujourd'hui, on va toujours vous dire Einstein, mais en réalité, par exemple, Einstein n'a jamais eu une référence dans le nucléaire. Aujourd'hui, on va toujours le présenter comme le Mozart de la chose. Et pourtant, il y en a qui travaillaient à la règle et au crayon, qui faisaient des choses extraordinaires. Mais peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que les NTIC peuvent apporter comme plus dans l'école de nos jours? C'est plutôt la facilité d'analyse, la facilité de compréhension. Et je reste convaincu que Maître Mondier ou M. Somo, au début des années 80, utilisaient la règle à calcul, resteront à jamais aussi plus habiles que nos enfants aujourd'hui, à qui quand on dit on multiplié par 13, ça ne tombe pas. Et pourtant, je sais que Maître Mondier et M. Somo avaient l'art de faire 14 multiplié par 13 pour avoir un résultat exact et compétent. C'était ma contribution et presque l'après-midi. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cet appel. Monsieur, vous avez la parole. Oui, je suis particulièrement, je crois que le téléspectateur est d'avis avec nous, que c'est la facilité, n'est-ce pas, avec laquelle nous pouvons accéder à un certain nombre de connaissances. C'est ça qui constitue l'essence, l'essence de ce qu'on pourrait appeler le renforcement des TIC. Et il a bien fait d'ajouter
NTIC. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Parce que les TIC, en réalité, existaient déjà. Oui. Avant, il y avait quand même la radio. Oui. C'est la précision qu'on aurait dû faire, effectivement. Qu'on aurait dû faire. Voilà. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Alors, ces objets que nous avons globalement nommés TIC, on va dire NTIC. Merci pour ce rappel. Les Français appellent la télématique. Voilà. On a quelqu'un d'autre en ligne. On va d'abord prendre le téléspectateur. Allô, bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi. Comment on vous appelle? Oui, bon après-midi. Bon après-midi, Monsieur Somo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre sujet est d'autant plus intéressant. Il parle de sujets, il parle de choses qui nous concernent aujourd'hui de façon très directe. Et je dirais que déjà, à propos du sujet, ça aurait dû être tout simplement l'école NTIC. Parce que la télé a englobé dans les pays, dans les NTIC. Oui, voilà. C'est un peu la peine de tout arrêter les TIC. Oui. Et ça, c'est dans les deux. Je dirais que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous évaluons la technologie d'aujourd'hui avec nos connaissances d'hier. Nous nous comportons aujourd'hui en vieilles personnes qui se trouvent dans une nouvelle voiture et qui voudraient bien se comporter comme dans les anciennes voitures. Je prends un exemple. Oui. Il y a de cela 2 ans, je vais vous donner juste 3 exemples pour illustrer tout ce que j'ai envie de dire. Il y a de cela 3 ans, j'étais à Libreville également avec ma fille qui était à l'école. Il y a eu un accident à l'école et on a appelé les parents d'élèves. Les enfants qui avaient le téléphone ont appelé leurs parents pour qu'ils viennent les chercher. Les enfants qui n'ont pas de téléphone, ils sont restés. Les parents ont paniqué toute la journée, il fallait y arriver avec les embouteillages. Je n'aimerais pas vous dire ce qui s'est passé. Oui. Alors, dans l'établissement, le téléphone était interdit et à partir de ce jour, on a autorisé les enfants à venir à l'école avec des téléphones. Oui. Voilà un premier problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas adaptés aux conditions technologiques de la journée. La deuxième chose, c'est que j'aimerais plutôt que nous comprenions que nous devons changer la façon d'enseigner. Nous devons changer la façon, l'approche de l'enseignement même. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas aujourd'hui, quelle que soit la méthode que vous avez, interdire aux enfants d'utiliser ces nouvelles technologies parce que déjà, ils les connaissent mieux que nous. Nous avons aujourd'hui des outils que vous n'imaginez même pas sur le tableau. Vous avez des manches qui contiennent tout ce qu'un téléphone peut contenir. Vous avez des lunettes qui contiennent tout ce qu'un écran peut contenir. Vous avez tout ce que nous ne pouvons pas imaginer. Et alors, quand vous interdisez le téléphone, vous interdisez lequel? Le gros téléphone que vous voyez ou bien la manche que l'enfant a sur lui? Non. Moi, je pense qu'on devrait changer la façon d'aborder l'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle je dis que je suis concerné carrément à nos ministères qui sont chargés de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement est déjà très vieil. L'enseignement n'est pas adapté à la technologie d'aujourd'hui. Quand vous prenez, à l'époque, je me rappelle également quand nous étions en terminale, il fallait faire des kilomètres pour trouver des sujets d'examen, pour retrouver les anciennes épreuves, pour retrouver tout ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, un enfant, avant d'arriver en terminale, il va sur un site, il a les épreuves de 10 dernières années, il a la correction, il a tout ce qu'il faut. Alors, vous allez dire à cet enfant de ne pas se fier à ça, de ne pas regarder la correction? Je ne pense pas. Quand un enseignant fait un devoir, l'élève vient le lendemain, il est capable de dire à l'enseignement dans quel il a tiré telle formule, dans quel document il a tiré tel exercice, où se trouve la correction. Lorsque l'enseignant est en train de corriger l'enfant sous sa table, il a la correction, il connaît la méthode. Quand vous finissez la correction, l'élève vous dit vous avez utilisé la méthode de quel enseignant. À ce moment, vous avez interdit de le faire? Je ne pense pas non plus. Je crois plutôt que nous devons changer déjà la façon d'enseigner, repenser notre enseignement, repenser complètement l'éducation même des enfants. Parce que éduquer un enfant aujourd'hui, vous pouvez dire je fais ceci à mon enfant à la maison, mais vous ne savez pas qui l'enfant rencontre dehors. Et en plus, l'éducation d'un enfant se fait, je le dis toujours, à 10% à la maison et à 90% à l'extérieur. Donc vous interdisez à un enfant de faire quelque chose aujourd'hui, vous avez interdit pour 10%, les 90% qui continuent l'enfant se feront à l'extérieur. Donc pensons plutôt la façon d'éduquer nos enfants, pensons la façon de reformer nos enfants, pensons que nous sommes plus vieux que la technologie qui est sur le marché aujourd'hui. Et comprenons que c'est nous qui devons changer. Ce n'est pas les enfants qui vont changer. Ce n'est pas la technologie qui va changer parce qu'elle va grandissante. Et ce qui arrive est encore plus que ce que nous avons aujourd'hui.
Merci pour l'instant. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur, de nous avoir appelés, d'avoir apporté votre contribution à ce débat. On va prendre le Vox Pop avant de continuer, d'évoluer dans notre débat. On va prendre le Vox Pop parce qu'il est 14h. Monsieur le réalisateur, nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le sujet qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste après. Le Vox Pop. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et même les médias en général, par exemple la télévision, à mon humble avis, tous ces outils-là contribuent au développement intellectuel et même culturel de l'enfant en général et de l'élève en particulier. Parce que si je prends l'exemple de la télévision, lorsque l'enfant voit des émissions télévisées, il y a des émissions éducatives en géographie, en sciences de la vie et de la terre, en histoire, etc. Il y a des chaînes éducatives. Internet est un trésor immense. C'est une bibliothèque vraiment c'est-à-dire inestimable. Donc c'est un trésor de connaissances. Mais tout naturellement, il y a des revers. Donc il faut être prudent. Oui, mais à l'Internet, je pense que maintenant le blanc a mené beaucoup de choses. À l'Internet, on voit beaucoup de choses. Et les enfants, tous les enfants sont censés aller à l'Internet parce que c'est plus bon que la télé. La télé, je ne dis pas non, la télé aussi est bien parce qu'il y a toutes choses à la télé. Mais l'Internet est plus mieux. Ce n'est pas négatif pour mes enfants parce que ça les instruit. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et que, par exemple, par la télévision, par les Facebook, et pour aussi m'instruire à la maison. Donc pour moi, ça n'a pas d'effet négatif, c'est plutôt positif pour moi. Je dis ça a un impact négatif pour l'éducation des enfants parce qu'ils n'ont pas se concentrer pour leur propre étude d'abord pour commencer. Tout le temps, les enfants sont au cyber, ils sont au net. Et leur propre cahier, même n'ont pas le temps de lire d'abord le cahier, les résumés, leur propre résumé. Et l'Internet vient encore les surcharger. Donc moi je crois que c'est un impact pour les enfants, pour l'éducation des enfants. Ça dépend. Ça dépend parce que ça fait que les enfants découvrent certaines choses aussi. Et puis de l'autre côté, ça gâte aussi les enfants parce qu'ils voient certaines choses qui ne sont pas bien. Bon, ça dépend les parents. Il faut que les parents essayent de veiller sur les enfants pour voir qu'ils ne passent pas beaucoup de temps sur ça et pour oublier les études. Mais c'est relatif parce que un apport positif, oui, moyen de communication rapide permet de se connecter de par le monde, d'avoir les informations et de partout. Négativement parce que les élèves, les enfants se dispersent, ne sont pas concentrés et ensuite il n'y a pas un véritable mécanisme de filtrage, de sanctions. Les enfants prennent tout et tout est proposé. En réalité, tout le monde n'a pas moyen d'avoir un décodeur à la maison pour pouvoir sélectionner les images qui sont appropriées aux enfants. Et donc le câble, etc., laisse le libre arbitrage aux enfants à l'insu des parents de se mettre à tout. Et tout ceci est dangereux dans leur psychologie. Bon, leur éducation en gros. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Communication et tous ceux qui régulent ce secteur doivent trouver des voies et moyens pour éradiquer cela. Si on laisse la liberté totale aux enfants de regarder ces organes de presse à leur guise, à des heures indues, il y a des choses, c'est pas bon du tout. Moi, je trouve que c'est des choses qu'on devrait contrôler, que les parents devraient contrôler avec beaucoup de sérieux. Parce que les accès auxquels les enfants ont à l'insu des parents, c'est très dangereux de ce que ça peut transformer un enfant. Justement, de nos jours, la télé joue beaucoup sur la vie des enfants à l'école. Et au lieu d'apprendre, l'enfant passe le temps à surfer sur le téléphone, voir les câblages, tout ça. Ça fait que l'enfant n'est plus concentré sur l'école. Il rêve plutôt au lieu d'apprendre. Il voit plutôt ce que les Blancs font. Et croit qu'un jour ou l'autre, ils seront comme les Blancs alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a des aspects positifs dans l'avènement de l'Internet et des aspects négatifs. Les aspects négatifs, pourquoi? Parce que il y a des sujets, il y a des objets, n'est-ce pas,
qui désoriente complètement les enfants. Aujourd'hui, au lieu que les jeunes s'intéressent, n'est-ce pas, aux aspects positifs qui peuvent leur amener à mieux assimiler, à mieux préparer, n'est-ce pas, leurs cours, à faire des recherches, ils se mettent plutôt, n'est-ce pas, à faire des recherches qui ne vont pas dans le sens, n'est-ce pas, de leur instruction. Oui, également, ça a un impact négatif sur la vie des enfants. Parce que vous voyez aujourd'hui, avec le cours de vie que nous vivons, ils ont vu, bon, par rapport aux Blancs, ils se fient beaucoup à ce que les Blancs font. Sans tout savoir que les Blancs, en faisant assez intéressant de ça, sont plus avancés que nous. Ouais, aujourd'hui, quand un enfant naît, aujourd'hui, là, tout son rêve, aujourd'hui, il passe le temps à chanter Internet, Facebook, ceci et cela. Bon, franchement, il faudrait qu'on essaye de voir. Les technologies ne sont pas rejetées. Les médias, la télévision par exemple, ne sont pas rejetés. Le téléphone portable n'est pas rejeté. Il ne faut pas condamner tout cela. Il faut tout simplement réglementer. Il faut fixer des règles. Il faut qu'il y ait des normes d'utilisation. Et c'est pour cela que l'éducation aux médias, l'éducation au TIC est aujourd'hui incontournable, indispensable et doit figurer dans les programmes scolaires pour montrer aux enfants comment lire un journal, comment visionner un film et tirer le meilleur, comment utiliser Internet de la bonne façon. Si on laisse les enfants libres, ils vont tout naturellement prendre le mauvais côté d'Internet, le mauvais côté du téléphone portable. Donc il faut les discipliner, il faut les éduquer. Il ne faudrait pas que Internet, la télévision, Facebook, etc., que ce soit des sujets tabous. Ça doit être débattu avec les enfants et dans le dialogue. Et à la maison, les parents doivent discipliner les enfants, réglementer les heures. Et je pense que s'il y a une bonne organisation du travail, enfin, s'il y a une bonne organisation du travail à la maison, s'il y a un emploi du temps qui intègre le travail scolaire, les tâches domestiques et les activités d'éveil, les moments où l'enfant est devant l'ordinateur, il y a un moment où l'enfant joue, il y a un moment où l'enfant est devant le téléviseur, et il y a un moment où l'enfant étudie ses leçons. Voilà. Retour sur ce plateau, hein, on va saluer cette intervention d'Emmanuel Mbouaba, qui n'a pas pu travailler avec nous sur ce plateau. Qui était attendu, hein. Ce samedi, qui était pourtant attendu, mais qui n'a pas pu être là. Voilà. Petit imprévu de dernière minute. On va aussi dire merci à Léopold Chokwara, qui a réalisé ce Vox Pop. Alors, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre, Maître Bondier? Tout à fait. Moi, je crois qu'il faut dire quelque chose de très clair. Les changements ne sont pas toujours appréciés au moment où ça se fait. Et c'est la difficulté lorsqu'on écoute. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a l'école classique et l'école moderne. Cette école classique qui voit tout en noir dans l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que parce que je fais partie aussi de cette école classique, nous n'avons pas eu cette chance d'évoluer sur le plan éducationnel dans les nouvelles technologies de l'information. Ce qui fait que nous avons une appréhension, parfois même une peur d'affronter, une phobie d'affronter cette nouvelle machine qui pratiquement avale, quelqu'un l'a dit. Le changement est radical dans tous les secteurs. Médecine, école, travail, dans tous les secteurs, les NTIC ont envahi. Alors nous sommes parfois même, comment je peux dire, très abasourdis de voir que ces choses que nous n'avons pas maîtrisées à l'école sont aujourd'hui des principes. Et à partir de ça, on est effrayé, on effraie aussi nos enfants, je pense. Et c'est ça un peu ma peur. Que ceux qui pourront faire l'école de demain, du moins, pourront planifier l'école de demain, sont ceux qui sont formés aujourd'hui dans ces nouvelles technologies. Parce que eux, contrairement à ce que nous pensons, ils auront la chance de voir et les avantages et les inconvénients et pourront donc, à partir de leurs expériences personnelles qu'ils auront vécues, tant à l'école que dans leur vie professionnelle, projeter donc l'école de demain dans la réalité CNTIC. Et je voudrais terminer très simplement en disant qu'il faut aussi voir qu'on quitte le domaine du matériel à l'immatériel. Le domaine du matériel, parce que tout était visible. À l'époque, on apprenait dans les livres. Et on apprenait dans les livres, on voyait, parfois on faisait des excursions pour voir, quand on parle de montagne, comment la montagne se trouve. Aujourd'hui, tout est
matériel. Vous n'avez plus besoin de bibliothèques remplies de livres. Aujourd'hui, vous avez des CD-ROM. On a un téléspectateur en ligne. Allô, bon après-midi. Bon après-midi, oui. C'est Ruben Francis. Oui, bon après-midi. Salutations à tous les panélistes. Alors, je suis très content du thème que nous traitons aujourd'hui. Hein. Alors, je voulais apporter quelques contributions. Alors, moi, je voudrais regarder beaucoup plus le côté budget, en quelque sorte, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, un premier point. S'il fallait intégrer justement ces nouvelles technologies dans les différents établissements de notre pays, est-ce que l'État sera en mesure d'équiper tous les établissements d'une connexion Internet, des ordinateurs ou alors des terminaux nécessaires pour l'éducation des élèves? Ça, c'est un premier point. Est-ce que tous les enseignants seront capables de se recycler? Parce que je remarque dans la plupart des interventions, justement, on parle déjà de l'avenir. Justement, c'est l'avenir. Et que nous pensons toujours avec notre vie actuelle. Bon, ce qui veut dire que pour les enseignants qui seront prêts à utiliser les nouvelles technologies, devront se recycler. Il y a plusieurs niveaux. Un troisième point, ce serait de voir maintenant, dans les grandes villes, qui sont équipées déjà des terminaux Internet, où les élèves, la plupart des élèves sont munis d'un téléphone portable de dernière génération, est-ce que tous les élèves auront les mêmes chances d'égalité? Je veux dire par là, les élèves qui sont dans les villages ou dans les villes. Ensuite, je pense aussi au fait que l'intégration de nouvelles technologies dans nos établissements, c'est aussi une forme d'opportunité d'emploi pour les jeunes qui sortent avec des diplômes en informatique, qui pourront développer de nouvelles applications qui permettront justement de gérer un certain nombre de faits de société. Je prends l'exemple d'un système qui fonctionne ici en France, où tous les établissements connectés en réseau permettent justement d'identifier les élèves absents instantanément et de contacter à l'instant le parent pour savoir pourquoi l'élève est absent. Et ça permet de gérer justement les absences longues ou pas. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui. Merci, merci pour cette intervention. Monsieur Somo? Oui, je voudrais, n'est-ce pas, je voulais réagir tout à l'heure par rapport au workshop, mais l'intervention de téléspectateurs me permet de lever un pan d'inquiétude qui semble être la sienne. Je vais prendre le cas simple d'un pays qui sort d'événements extrêmement tragiques. Pour ceux qui ne regardent pas la télévision, regardez, il y a des reportages qui sont faits sur un pays comme le Rwanda. Le Rwanda. Vous êtes émerveillé en arrivant au Rwanda qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'aller dans une école et de trouver un enfant à l'école sans un petit écran d'ordinateur devant lui. Nous sommes ici au Rwanda, qui est un pays qui sort de génocide et d'événements que nous connaissons. Comment ce petit pays, entre guillemets, a pu repenser ses plaies au point de mettre sur pied une forme d'éducation futuriste qui consiste à doter les enfants dès le plus bas âge, chacun ce qui le concerne, de l'outil informatique qui constitue en fait aujourd'hui ce qu'on appelle à notre époque le ABC. C'est-à-dire que le syllabaire nous disait ABC, aujourd'hui c'est un ordinateur qu'il faut pour chaque enfant. Bon, notre système éducatif est fait d'énormément d'enjeux au plan économique. Il faut qu'on finance un certain nombre de choses, mais je crois pour ma part qu'il est possible, dans un pays comme le nôtre, d'arriver à ce niveau. Puisque cela devient incontournable, cela devient indispensable. S'il n'est pas possible aujourd'hui de doter chaque enfant d'un ordinateur, il y a des méthodes qu'il faut pour cela. Et notre pays doit aller automatiquement vers cela. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut véritablement repenser l'école. Repenser l'école suppose la concevoir sur la base des NTIC. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas nous mettre à la dimension internationale si véritablement nous ne repensons pas une éducation qui intègre le fait que nos enfants soient capables de faire X, Y choses. Sinon aujourd'hui,
des enseignants que nous sommes allons être humiliés dans les amphithéâtres ou dans des salles de classe. Lorsque, allant sur un tableau pour essayer de décapiter une équation, nous serons surpris qu'un enfant plus bas nous donne déjà la solution à cette équation, puisque lui, il l'a fait. Le risque, c'est que les étudiants, les élèves sont en avance, même sur les enseignants. Et pour cela, il faut donc intégrer des formes de pédagogie qui intègrent, n'est-ce pas, l'idée que les enfants ont déjà suffisamment avancé sur un ensemble de domaines. Ça permet même à notre pays d'entrevoir un développement en disant qu'il y a déjà des préalables qui sont déjà posés. Et sur ces préalables qu'il faut donc construire une école qui sera sûrement plus bénéfique, n'est-ce pas, et peu plus avancée aujourd'hui dans notre société. Maintenant, ces objets que nous avons globalement nommés les TIC ou alors les NTIC, on va dire, sont de plus en plus présents dans les milieux scolaires et universitaires. Un téléspectateur en ligne, bon après-midi. Oui, alors vous êtes en direct. Bon après-midi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Hervé Tensac. Oui, vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Oui, tout à fait. On vous écoute. Je suis en train de suivre avec intérêt votre débat. Il est très intéressant. Oui. D'autant plus que je suis un acteur très actif des nouvelles technologies au Cameroun. Oui. Alors, je voudrais dire quelque chose très brièvement. Oui. Il y a quelque chose de fondamental au Cameroun. Les choses ne sont jamais préparées à l'avance à l'avènement des nouvelles technologies. Je prends un exemple très simple. Il y a quelques années, on parlait de la technologie WiMAX au Cameroun. Et puis, un utilisateur, un usager vient à mon cabinet et me dit « Ah non, moi je veux le WiMAX aussi. » Je dis « Mais vous voulez WiMAX, c'est quoi le WiMAX ?» Il me dit « Non, je veux le WiMAX. Le truc que NTN est en train de lancer là. » Je dis « Mais non, WiMAX n'est pas NTN. WiMAX c'est une technologie. » Par contre, au niveau de la communication, on fait comme si WiMAX appartenait à un opérateur. C'est pour dire ceci. Chaque fois qu'on amène des nouvelles technologies dans un pays, il y a un programme d'accompagnement. Le gouvernement qui signe les licences aux opérateurs pour apporter telle ou telle technologie, est-ce qu'avant de signer, on a préparé derrière comment est-ce que la jeunesse va accueillir cette nouvelle technologie-là? La réponse, c'est non. Ça vient toujours après. C'est aujourd'hui, en 2014, heureusement, que le chef de l'État a pris des mesures pour qu'on passe la fibre optique un peu partout dans les 10 régions du Cameroun. Ça, c'est des choses qui devraient être faites avant que les nouvelles technologies n'arrivent. Aujourd'hui, on pourra connecter le nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par la fibre optique qui est déjà passée partout dans le sol. Mais aujourd'hui, on parle déjà de la 3G, alors que ce câblage n'est pas encore terminé. D'où l'intervenant disait tantôt, est-ce que en amenant la nouvelle technologie, quelqu'un qui est au nord et au sud, dans une école au nord, pourra être d'égal partage d'utilisation de cette technologie-là? La réponse aujourd'hui est non. Mais en conclusion, c'est une très très bonne chose d'apprendre les nouvelles technologies et de laisser nos enfants les utiliser. C'est une bonne chose en tout point. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il faut un contrôle parental. Un contrôle parental à tous les niveaux. Au niveau des institutions, c'est le gouvernement qui doit apposer des contrôles parentaux auprès des établissements, enseignements, ainsi de suite. À l'intérieur des maisons, on doit appliquer un contrôle parental avant d'utiliser la technologie. C'est valable partout. Mais en conclusion, de façon générale, je peux dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Surtout nous qui sommes en pays sous-développés, on doit utiliser cette technologie-là pour rattraper le retard qu'on a accusé. Simplement bien former et avoir une politique de pénétration de cette technologie-là, à ceci que chaque utilisateur, avant qu'on ne parle de 3G, 4G ou autre, avant que ça n'arrive au Cameroun, que les prérequis aient déjà été mis en place avant de lancer cette technologie-là. Comme ça, ce serait intéressant pour tout le monde. Merci encore. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Somo, je vous posais une question avant l'appel du téléspectateur. Ces objets que nous avons globalement nommés TIC, NTIC, sont de plus en plus présents dans les milieux scolaires et universitaires. Alors, comment les gérer dans ces milieux-là? Oui, c'est bien de le dire. Il y a une approche qui systématique aujourd'hui dans nos écoles des universités qui consiste à trouver des inscriptions qui stipulent que les téléphones portables et toutes les autres gadgets sont strictement interdits à l'école. C'est vrai qu'on ne peut pas aller contre une mesure comme celle-là. On suppose qu'elle a été suffisamment mûrie.
Mais un téléspectateur, celui qui a parlé du Gabon, de son passage au Gabon, nous a donné une idée précise de ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, cette mesure semble de plus en plus être dépassée. Parce qu'on devrait aller plutôt vers la codification de l'utilisation, n'est-ce pas, de ces gadgets, que vers son interdiction, en tout cas que ce soit en milieu scolaire. Et comme nous disions aujourd'hui, s'il y a des choses qui peuvent être apportées des apprenants parce qu'ils peuvent les avoir à tout moment, il faut donc les y mettre, les y disposer et non pas le leur interdire pour faire ce que je pourrais appeler ici une régression cognitive, c'est-à-dire que celle qui consiste à plutôt rechercher des formes pédagogiques antérieures qui font de notre école une école largement dépassée. Il faut aller dans une approche plutôt futuriste, une approche d'intégration des valeurs globales qu'apportent, n'est-ce pas, ces gadgets et ces NTIC pour former, n'est-ce pas, une nouvelle école. Donc, pour moi, ces mesures, à mon sens, me semblent être non pas inefficaces, mais plutôt dépassées au regard des objectifs, n'est-ce pas, globaux que nous avons à nous fixer. Voilà. Maître Bonté? Oui, moi je voulais tout simplement dire que il a donné un exemple qui me semble être correct et qui sied dans de pareils débats. L'exemple du Rwanda. Voilà un pays qui sort de l'affre du génocide. Et tous ceux qui sont allés au Rwanda disent que ça change. Et le changement n'est pas un hasard. Les pays asiatiques qui ont aujourd'hui pris le relais du développement ont compris qu'on ne peut rien changer si on ne forme pas des hommes. Parce que c'est les hommes qui apportent le changement. Donc la politique de l'éducation est au cœur de tout changement d'un pays. Tant qu'on ne va pas le comprendre, on va nager. Et à partir de l'instant où on disait tout à l'heure qu'il y a deux classes, les classiques et les modernes, à partir du moment où nous combattons même l'arrivée de cette nouvelle technologie, on ne changera pas. Et il faut comprendre que le monde change. C'est la dynamique. Et on doit s'arriver à la dynamique. Nous qui sommes de la vieille époque, nous ne pouvons pas nous arriver facilement. Formons les autres pour s'arriver. Et à ce moment-là, mettons une politique d'éducation agressive. On a une téléspectatrice en ligne. Allô, bon après-midi. Oui, allô, bonjour. J'appelle de Saint-Louis en France. Oui, comment vous appelez? Oui. Comment vous appelez? Oui, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Oui. On vous écoute, hein. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Oui, on vous écoute. Après ma sortie de Chine, oui, je voudrais apporter ma contribution. Oui, vous êtes en direct, hein. On vous écoute. Oui, enseignante, je voudrais... Alors, on a un retard, hein? Oui, allez-y, hein, on vous écoute, hein. Allez-y. Oui, je participe parce que le système d'école là-bas a aussi des difficultés le système de l'école en France, par exemple. Oui. On vous écoute, hein. Allez-y. Allez-y. Donc, je pense que l'Afrique a encore à penser mieux, d'abord dans la structuration de son nouveau modèle d'enseignement. Donc, je pense que l'Afrique a encore à penser mieux dans la structuration de son nouveau modèle d'enseignement. J'ai été en Chine où j'ai vu que tout pays en voie de développement devait d'abord restructurer son modèle qui doit correspondre à la réalité de ses données locales. Oui. En ce qui concerne le Cameroun, nous sommes très intellectuellement, je peux dire, admirés à l'extérieur. On n'a pas de baisse, on n'est pas... Oui.
coupez hein, votre téléviseur ou alors vous baissez le volume de votre poste récepteur. Parlez en continu. C'est mieux. Parlez en continu, ne vous arrêtez pas. Je suis professeur en économie et en anglais. Oui. Il faut arrêter votre téléviseur. Hein. Coupez votre téléviseur, c'est mieux. Je vais baisser. Oui, vous baissez le volume. Voilà. Alors, je disais que, par exemple, en France, vous avez beaucoup de professeurs camerounais. Vous avez beaucoup de médecins camerounais. Oui. Il ne faut pas nous dire que le système économique ou le système éducatif ou le niveau scolaire du Cameroun est bas. Mais il y a un problème. C'est lequel? Nous avançons trop vite en besogne. Dès qu'on nous dit c'est pas bon, automatiquement, nous nous lançons à la recherche des nouvelles données. Il y a un problème social qui se pose. Nous sommes allés plus loin que nous, il le fallait. Nous voulons copier l'extérieur en oubliant que nous avons de très bonnes, je vais dire, écoles, parce que nous autres qui sommes ici avons été éduqués dans les écoles camerounaises. Et on a des bonnes bases et on est bien apprécié. Maintenant, vous apportez vos gadgets, j'appelle ça comme ça, ça va basculer dans le vide. Et les professeurs, comme venait de dire le professeur en ligne, et les professeurs et les élèves bientôt vont se marcher sur les pieds. À mon avis, je pense qu'il est question d'abord que le Cameroun repense son système d'éducation, ses programmes d'éducation avec les professeurs, les experts, avant de parler de gadgets. Si j'avais à donner d'ailleurs un conseil, on supprimerait à tous les enfants de moins de 18 ans l'utilisation des téléphones, des gadgets pour mieux s'appliquer et mieux s'intégrer à l'éducation. Parce que moi, je vous dirais ici, nous n'utilisons pas ces gadgets qui vous gavent beaucoup là-bas. Je suis professeur au collège et lycée. D'accord. Et je vous en prie, le système n'est pas cohérent avec la réalité du sol. C'est le seul problème. D'accord. Merci beaucoup, hein, madame, d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Monsieur Soumoun, oui, je voudrais réagir très rapidement. Oui, je voudrais réagir très rapidement en disant que cette approche, elle peut être bonne. C'est-à-dire, elle consiste à dire, reprenons, mettons notre éducation là où elle est, avec le système, les moyens que nous avons. Maintenant, lorsque nous allons nous projeter sur le plan mondial, avec la facilité que nous aurons, nous serons davantage épanouis. Ça, c'est une façon de voir. Mais il y a une autre façon de voir, c'est celle qui consiste à s'intégrer à la base, n'est-ce pas, intégrer ces gadgets à la base et d'évoluer avec. Je crois que ça peut être l'objet d'un véritable débat. Il y a beaucoup d'arguments à avancer là-dessus. Voilà, mais malheureusement, on n'a plus assez de temps. Alors la dernière question, hein, ce sera, revenons au vieux débat et à ce fameux conflit de génération. Quelle comparaison faites-vous entre la vieille école sans TIC et la nouvelle au cœur des TIC? Je commence par vous, Maître Bondier. Ça, TIC, c'était la bonne école. Parce qu'on formait l'homme dans tout. L'ordinateur, c'était le cerveau de l'être humain. Aujourd'hui, votre ordinateur peut être dans votre téléphone, comme le disait le professeur Sobo tout à l'heure, ou dans un autre appareil. Il suffit tout simplement, quand vous en avez besoin, d'interroger votre appareil pour avoir l'information. Mais il faut dire que le monde évolue. Le monde évolue. Tous ces gadgets, comme on les appelle, on ne peut plus aujourd'hui les écarter. Et quelqu'un avait dit à l'époque, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour l'inverse, hein, aujourd'hui. Ouais. Il faudrait, à mon sens, qu'on intègre ces gadgets, entre guillemets, ces appareils, mais qu'on les intègre dans une utilisation qui nous permet de sortir de la pauvreté. Voilà. Monsieur Somo? Oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, comme le dit Maître Mondier. Oui. Je crois tout simplement que, qu'on le veuille ou non, notre intégration dans un système mondial doit se faire avec tous les outils d'accompagnement nécessaires. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge de l'évolution ou des processus éducatifs. En marge du développement, on va dire. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge d'une forme de développement qui intègre tous ces gadgets. Nous allons le faire avec la tendance qui voudrait penser que nous serons plus forts sans ces gadgets, qu'ils soient plutôt des facilitations. Je dis non. C'est comme si on nous demandait
d'avancer résolument les bras coupés et qu'un jour, lorsque nous aurons les bras, nous serons plus efficaces. Cette forme ne me semble pas convenable pour la société actuelle. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Merci, chers panélistes, d'être venus ce samedi. Maître Bondier, merci. Monsieur Somo, toujours fidèle au rendez-vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera toujours d'éducation. Ce sera notre dernière édition d'ailleurs sur l'éducation. Donc d'ici là, portez-vous bien, restez en compagnie des programmes d'STV. Bon week-end à tout le monde et surtout, pas d'excès. À bientôt.